Je vais commencer par faire rappeler à quelques-uns de nos intervenants des faits qui sont connus de beaucoup d'entre vous. Jean-Louis Le Tacon, cinéaste, qui était à l'époque étudiant à Rennes 2. On va entendre souvent, je pense, le nom de Rennes 2. Claude Saunier, qui avant d'être le maire que vous avez connu, le sénateur que vous avez connu, était adjoint aux affaires diverses. C'était ses débuts en politique auprès d'Yves Le Foll, le maire de l'époque de Saint-Brieuc. Mais commençons avec une lutteuse, Monique Garoche, et avec Roger Toinard, qui était au Joint français avant même le début du grand conflit. Mais il y a toujours eu des conflits au Joint français depuis son arrivée en 1962. Monique Garoche, vous étiez permanente à... J'étais secrétaire administrative. Oui, mais permanente à la CFDT, on peut dire ça? Non, j'étais secrétaire. J'avais pas de pouvoir politique, c'était Jean Le Faucheur. Jean Le Faucheur, animateur de la grève. J'étais la secrétaire de Jean. Alors, on entendait Patrick Arismendi mettre l'accent sur l'importance des femmes. On verra combien elles ont participé à la grève, mais... Dans le paysage syndical de l'époque, tel que vous l'observiez dans tout le département... Dans le paysage syndical que je l'observais, déjà, c'était les hommes qui étaient généralement délégués. Disons la section syndicale, les délégués syndicaux, que ce soit au CE ou DP, c'était les hommes. Par contre, durant la grève, les femmes ont vraiment pris le pouvoir. Les femmes ont pris le pouvoir parce qu'elles ont, moi, les souvenirs que j'en ai, je pense que si cette grève elle a duré autant, c'est grâce aux femmes. Parce que c'était les femmes qui faisaient bouillir la marmite, et c'était les femmes qui étaient là dans la distribution des denrées, que les agriculteurs, toute cette solidarité qu'il y a eu en Bretagne, c'était quand même les femmes qui étaient là pour distribuer, c'était les femmes qui allaient aussi pour collecter, avec des hommes bien sûr là, mais je me souviens des trucs où on comptait à la CFDT l'argent des collectes, c'était les femmes qui étaient là. C'était les femmes qui tenaient vraiment le... Si cette grève, je pense, a duré... Enfin bon, moi, j'ai pas d'avis, peut-être, mais c'est les souvenirs que j'en ai. Si ces femmes elles ont fait pour durer, cette grève. Alors, Roger Toinard, vous aviez fait un travail universitaire de fin de licence ou de maîtrise sur le fichier, les archives récentes du Joint français, installé depuis 1962 à Saint-Brieuc. C'est quand même une direction sympathique que celle-là qui vous a fait accéder à tous les papiers de la maison. Oui, mais c'était peut-être aussi qu'il fallait se donner une bonne image. Ouais. Et alors, vous avez eu l'impression, voyant les lettres de motivation, les comptes rendus des entretiens d'embauche, peut-être les bulletins de salaire, que cette image était justifiée? Oui, à la fin de la soutenance, j'ai dit à Georges Massé, je suis étudiant, par conséquent, comme disait Malraux, chercher à comprendre, c'est se refuser à juger. Donc, je me tenais un petit peu en retrait dans les commentaires, mais je disais à Georges Massé que ça allait péter. J'étais absolument conscient que il allait se passer quelque chose. Parce que vous sentiez le turnover des ouvriers et des ouvrières qui était le signe qu'on travaillait à l'extérieur, peut-être à la saison dans l'agriculture, qui était aussi le signe d'une fatigue rapide, oui, de la volonté de chercher un autre emploi ailleurs. Un seul chiffre, 37% des départs se faisaient avant 6 mois. Oui. Mais ça voulait dire, je me mets dans la peau du patron, ça veut dire ils vont travailler au champ, ils vont faire la saison dans les hôtels, elles vont faire la saison dans les hôtels. De toute façon, le patronat était content de voir une certaine rotation du personnel, puisqu'il avait 700 francs à chaque création d'emploi. Ah oui, ça faisait partie des incitations financières. Bien sûr. On en parlera, parce que la ville de Saint-Brieuc a joué un rôle dans ces incitations financières. En 70, on a à peu près 900 personnes qui travaillent au Joint. Il y en a déjà moins que l'année précédente, mais il en est quand même passé 3700 depuis la création. 3700 personnes que moi j'ai fiché. Qu'est-ce que c'est le Joint français comme fabrication? Fabrication de caoutchouc. De joints, alors ça va du tout petit joint gros comme ça, au joint énorme pour l'aérospatial, pour l'automobile, etc.
c'est pas une simple production, ce sont quand même des produits de qualité, mais la production est assurée par quel pourcentage d'OS? On parlait des OS et des ouvriers professionnels à l'époque, l'ouvrier spécialisé était au bas du classement. Ah ben ce sont les OS qui font tout le travail, ouais. Et en particulier les femmes qui commencent déjà par, on appelle ça ébarber les joints, donc c'est un travail complètement déshumanisé, quoi. On est là, ça sent pas bon, il fait chaud. Et puis les cadences sont quand même assez terribles. Derrière, il y a les contremaîtres et quelquefois même les contremaîtresses qui ne sont pas forcément sympathiques. Des gestes répétés qui ne sont pas achevés. Du tout, du tout. Et du même coup, d'ailleurs, c'est un peu l'inconvénient de ce type d'industrie à Saint-Brieuc, c'est qu'il n'y a pas de sous-traitance. Il n'y a pas de décision au niveau des fabrications, etc. Tout part de Beson, donc on ne fait que exécuter. Voilà. Et Beson et le joint français ne sont que l'une des 115 filiales de la CGE, qui est le 6e groupe industriel français. Juste un mot, avant que Claude Saunier n'intervienne, sur la politique de la ville de Saint-Brieuc vis-à-vis du joint français. Ce sont des images, vous les verrez tout à l'heure dans les films, moi je les ai vues dans les reportages de télévision, assez nombreux, sur le joint français. Toutes ces femmes en fichu, Monique Garoche, elles portaient tout un fichu. Beaucoup étaient mariés avec des employés du joint français, il y avait des couples. Oui, il y avait beaucoup de couples. Il y avait beaucoup de couples, enfin, oui, beaucoup de couples à l'intérieur de l'entreprise. Donc je continue à faire le patron. Comme ça, vous avez 2 salaires, vous avez moins de raisons de vous plaindre. C'était le langage que tenaient souvent les patrons du joint. Alors la ville de Saint-Brieuc, Madame Garoche, passez votre micro à Claude Saunier. La ville de Saint-Brieuc, elle avait donné 14 hectares dans le cadre de la politique d'incitation à la décentralisation menée par l'État et menée par les municipalités quand elles le voulaient, pour 0,01 francs le mètre carré. Oui, c'était pas une politique spécifique de Saint-Brieuc, c'était la grande politique de décentralisation de grands sites industriels. Il y a eu à Brest, à Vannes, il y a eu Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'était le joint. C'était la grande politique gaulliste d'industrialisation de la France et d'utilisation de la main-d'œuvre à bon marché, docile, qui se trouvait dans les campagnes bretonnes et qui permettait de faire fonctionner un nouvel essor industriel. Alors, Saint-Brieuc était déjà une ville industrielle avec une forte tradition, une forte réalité. Néanmoins, le joint a été un signal très significatif au niveau urbain, au niveau de l'urbanisme. Ça a été tout l'est de la ville de Saint-Brieuc qui s'est urbanisé. Et donc Saint-Brieuc a accompagné ce qui apparaissait comme une manne venant de l'État, un État qui était très volontariste. Un État qui a joué un rôle, enfin, il faudra qu'on en y viendra. Chafoteau et Maury étaient installés depuis plus longtemps, avec des salaires plus élevés. Oui. Et Chafoteau, alors, le joint, ça a été une initiative de l'État. Le transfert de Chafoteau du Légué sur le site des Châtelets a vraiment été une initiative de la ville de Saint-Brieuc et en particulier d'Yves Le Foll, qui a compris que... Qui était le maire de l'époque. Qui était le maire de l'époque. Qui a compris que, en effet, le site du Légué, le site traditionnel, était un élément d'étouffement pour Chafoteau et Maury, et donc a fait tout ce qu'il fallait pour permettre à Chafoteau et Maury de se développer pendant 10-15 ans. Avec les conséquences aussi que l'on sait, les aléas, etc. Peut-être qu'il y aura un jour un débat sur l'histoire de Chafoteau. Juste un mot sur Chafoteau et Maury et la comparaison, Monique Garoche. Il y avait une déléguée syndicale, je ne sais pas si elle appartenait à la CFDT, qui a été très connue et qui s'appelait Dorothée Le Tessier. Oui, alors je ne sais pas, mais je ne me souviens pas de son nom, mais effectivement, il y avait... Qui a fait un très beau livre sur la vie ouvrière des femmes. Les salaires étaient quand même beaucoup plus élevés à Chafoteau et Maury, et c'était aussi, ça a été une revendication des ouvriers et des ouvrières du joint français pour d'avoir une égalité de salaire. Chafoteau et Maury à l'époque était, si je me souviens bien, quand même un peu l'entreprise emblème. Oui, emblème, oui. Du département. Je peux donner un exemple. Un OS1 de Chafoteau gagnait plus cher qu'un OHQ du joint français.
Alors, je recommande la lecture du Voyage à Paimpol, à Dorothée Le Tessier, c'est un très beau livre. Jean-Louis Le Tacon est étudiant en sociologie à Rennes 2, et il fait partie d'un groupe, ça fait pas très sérieux de le qualifier ainsi aujourd'hui, mais c'est le nom qu'il s'était choisi, de Maos Pontex. Et tout fait éponge, évidemment, quand vous entendez parler mars 1972 du début de la grève, il y a eu des débrayages, il y a le début de la grève, il y a une occupation, ça chauffe aux esprits, au petit groupe de Maos Pontex de l'université de Rennes. Vous êtes un groupuscule même. Oui, exact. Hein. Bon, mon copain, c'était Jean-Pierre Le Dantec de Guingamp, donc directeur de la Cause du Peuple, et nous étions un mini groupuscule. Mais on faisait beaucoup agitation de propagande, en organisant des longues marches chez les agriculteurs l'été. On présentait des films, Le sel de la terre, La parcelle de l'Oiseleux, etc. On écrivait des pièces de théâtre, Vivre pauvre pour mourir riche, tout un programme, Faut que ça bosse, etc. Et moi, j'avais l'intuition qu'il fallait utiliser le cinéma. Le cinéma, j'avais aucune formation, je connaissais rien. Et j'ai acheté une caméra Minolta dans un supermarché, je vous donne même la marque, on n'a pas le droit de faire publicité, pardon. Et je venais d'acheter cette caméra lorsqu'on entend des échos de la grève du juin à Rennes, et je me dis, il faut filer là-bas. Je prends ma 4L rouge, évidemment, et je me mets au coude à coude avec les ouvriers et les ouvrières du joint français, avec ma petite caméra. Ça fait pas sérieux. Hein, on fait du film de famille, là on fait du film ouvrier et du film engagé, et donc j'ai été tout de suite très bien accueilli, protégé, je m'immergeais dans la grève, et au coude à coude, donc j'ai filmé au jour le jour, jusque même ce moment incandescent et extrêmement important, la séquestration des patrons. Alors là, vous êtes déjà arrivé, Jean-Louis Le Tacon, au début du mois d'avril. Je vais vous y rejoindre dans un instant. Mais il n'y avait pas de méfiance vis-à-vis du petit groupe de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, vis-à-vis des régionalistes de l'UDB, il n'y en avait pas beaucoup. Vous étiez un peu méfiant. Si, très méfiant. Très méfiant, on les aimait pas trop quand même, hein, à l'époque. Qu'est-ce qu'il vous disait, Jean Le Faucheur, à leur propos? Non, c'était déjà dans les... Pour nous, c'était quand même la lutte ouvrière. C'était même ça, mais bon, vous étiez quand même... Parce que j'ai des souvenirs quand même un peu comme ça, vous vouliez un peu plus la bagarre, quoi. Hein. Mais nous, on voulait pas la bagarre. Alors voici l'élément modérateur. Non, c'est pas Claude Saunier. C'est l'élément réformiste de service. Non, moi, parce que Claude Saunier avait déjà quitté le PSU. Oui, j'avais quitté le PSU sur une ligne unitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, aujourd'hui, quoi. Hein, bon, bien, en plein débat. Mais non, ce que je veux dire, c'est que Roger vient de dire qu'il avait senti, par sa présence dans l'entreprise, qu'il avait senti qu'il y avait une situation un peu électrique et que ça devait déboucher. D'une façon générale, on ne peut rien comprendre, à mon avis, à cette grève, si on ne la situe pas dans son contexte. On est en 1972, c'est-à-dire plus précisément 4 ans après 1968. Merci pour les Maos Pontex. Hein, bon, non mais c'est vrai, on est dans 72. On est en 3 ans après le grand échec, le grand fiasco de la gauche aux élections présidentielles de 69. On est 2 ans après la création du nouveau Parti Socialiste avec Mitterrand. On est dans une situation, et on est à Saint-Brieuc. Et on est à Saint-Brieuc, la première ville importante en Bretagne qui a inventé un concept politique nouveau pour l'époque, surtout en Bretagne, l'union de la gauche, qui a permis après le basculement, etc. Et ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on a du mal à s'imaginer ça, c'est quand même une époque de zénith de la classe ouvrière. Elle n'a jamais été aussi nombreuse, elle ne le sera plus jamais. Oui. Pompidou mensualise les ouvriers. Je ne sais pas si la mensualisation elle était tellement appliquée aux joints français
Français, je pense pas beaucoup. Et les sections syndicales sont reconnues depuis 1968. La crise de 73-74 n'est pas commencée. Et vous vous sentez un peu en retard en Bretagne. Vous n'avez pas beaucoup participé à mai 68. Si. Oh, Si. Saint-Brieuc. Il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de retard à l'allumage. Non, parce que de toute façon, la grande manifestation du 8 mai 1968 à Saint-Brieuc, où on était vraiment pour vivre et travailler au pays, c'était vraiment un peu l'époque. Voilà. Je pensais que c'était un examen de rattrapage. Non, ce n'est pas un examen de rattrapage. Absolument pas. Non, d'accord. Donc j'ai reçu Jean Popren qui descendait de Paris avec sa 403 et qui avait réussi en plein événement de 68 à venir animer une réunion politique à Saint-Brieuc à la Maison du Peuple. Bon, voilà. Ouais, je voudrais quand même noter que le juin français a été le dernier à prendre le train 68. Ah oui. Le dernier. Ah oui. Comment ça? Parce qu'il y avait quand même un patron de combat. De climat ouvrier, encore en 68, au juin français, un personnel essentiellement féminin, quand même, non syndiqué. Tous les discours que les femmes entendaient de la part des maoïstes, trotskistes et autres, ça les dépassait complètement. Complètement. Elles ont monté dans le train, quoi, mais on les a poussées un petit peu pour y aller. Oui, parce que l'agitprop telle que vous la pratiquez, c'est le modèle soviétique, ça descendait des trains d'ailleurs à l'époque, de l'agitprop soviétique. Alors, Jean, je me permets de dire que par rapport à ce qu'a dit Madame, nous, je peux le certifier, à la cause du peuple, on ne faisait pas de prêchi-prêcha, on n'était pas en train de chercher des adhérents, évidemment. Hein, il y avait les groupuscules, les marxistes-léninistes, la Ligue communiste. Nous, notre position, c'était de suivre ce qu'on appelait les grandes gueules. Des ouvriers qui ne suivaient pas particulièrement les consignes syndicales, mais qui prenaient des initiatives, qui chantaient, qui ont poussé à la séquestration. Et nous, on faisait que les suivre et les approuver, mais pas de prêchi-prêcha. Non. Vous êtes une caisse d'amplification. Caisse d'amplification, vous le verrez, vous pourrez le constater dans le film, j'espère. Donc, débrayage, grève, occupation, forces de l'ordre qui interviennent, la fameuse photo à la une de Ouest France et ensuite de la cause du peuple, Guy Burgniaud, avec un jeune homme qui empoigne un CRS. Ils étaient tous les deux dans le même village, dans la même école. Et là, c'est aussi révélateur de la situation et politique et sociale de l'époque. Guy Burgniaud qui était dans la première génération des fondateurs des MJC à Saint-Brieuc. J'en étais à certains moments. Voilà. Dis-toi, c'était une grande gueule, Jean Le Faucheur? Non. C'était un leader. C'était quelqu'un qui vivait que pour le syndicat, je pense, qui était très impliqué et puis qui, de toute façon, on ne pouvait que le suivre. Et vous le suiviez, vous l'appréciez. Quand il parlait au balcon de l'hôtel de ville, vous le filmiez. Est-ce que le fait qu'il soit filmé le changeait? Alors, moi j'ai eu d'excellentes relations avec Jean Le Faucheur, qui respectait mon intervention, la soutenait, je pense, avec ses collègues, et dans le film, je le mets en valeur, parce qu'il était charismatique, et qu'il entraînait tout le monde, y compris le cinéaste que j'étais. Et non, je me souviens même plus de votre question, Jean. Non, mais c'était celle-là. Est-ce que vous êtes une caisse d'amplification, notamment de Le Faucheur? Oui. Alors dites-moi, racontez-nous de votre point de vue, Monique Garroche, ce sont vos souvenirs que j'interroge, la séquestration dans les locaux de l'inspection du travail, je crois, de 3 représentants de la direction. Quel écho vous en donnait Le Faucheur? Qu'est-ce que vous en pensiez? De toute façon, j'y ai aussi participé, même si j'étais secrétaire administrative. Vous faisiez un peu d'action politique quand même. On savait quand même fermer le bureau et puis y aller. Hein. Alors racontez ce que vous avez fait, vous. C'était tellement. Ce que j'ai fait, j'étais début avril, 4-5 avril. Ouais, j'étais avec les ouvriers et les ouvrières, effectivement, à l'inspection du travail. Et moi, les souvenirs que j'en ai un petit peu, c'est cette dignité que là, les gens
ont vraiment se sont dit mais voilà, on s'est fait avoir, on a payé une entreprise qui nous exploite, et là on avait les patrons qui étaient les 3 patrons qui étaient devant. Je me rappelle très très bien ils leur ont emmené des choux-fleurs en leur disant mais nous on mange ça. Hein, c'était quoi le petit déjeuner après une nuit de séquestration? Oui, voilà, après une nuit de séquestration, ils leur ont emmené les choux-fleurs, et puis et c'était cette dignité. Je pense que les gens, ils étaient dignes, quoi. Hein. Tous les ouvriers qui étaient là et les ouvrières, c'était vraiment cette dignité. C'est ce que j'en ai un petit peu le souvenir qui m'en reste. Mais c'est une nuit quand même dont vous saviez qu'elle allait mener à des extrémités le lendemain? Non, je sais pas. Non. Non, je pense pas. Parce que moi j'ai lu dans La Cause du Peuple, mais est-ce qu'il faut lire La Cause du Peuple, que pendant cette nuit, des ouvriers ont dit « Et si on sortait les couteaux on sentait, c'est La Cause du Peuple qui donne cette impression, hein, une atmosphère, voyez, d'abattoir, cochon qui m'en dédie, Jean-Louis de Tacon, c'est le titre d'un film de Jean-Louis de Tacon. Alors votre souvenir à vous de cette nuit, que vous avez filmé? Je n'ai pas enregistré ces paroles, mais bon, elles ont certainement été prononcées. Alors, ce qui est sûr, c'est que les outils de cinéma amateurs, Super 8, je pense, ont joué un rôle pendant la séquestration. Je sentais que la caméra dirigée sur Jean le Faucheur et le flout de 1000 watts lui donnait du cœur au ventre, hein, et le rendait lyrique, et tout le monde parlait. Tout le monde parlait jusqu'à un ouvrier qui se même à parler en breton. Vous l'écouterez tout à l'heure. C'est pas moi qui vais le démontrer. Hein. Jean Rouge, mon mentor, a toujours dit que la caméra nous pousse en avant, pousse à jouer. Et là, bon, tout le monde était acteur, et y compris les patrons qui, eux, n'en menaient pas large, baissaient la tête, étaient gênés par le flou de 1000 watts que les ouvrières avaient plaisir à diriger à 50 cm de leurs yeux. C'était des outils d'agression. Et puis en même temps, voilà, ça. Les ouvrières, elles tenaient les projecteurs et elles parlaient dans cette nuit-là? Nous en avons parlé ensemble tout à l'heure. Les ouvrières, moi je ne les ai jamais entendues prendre la parole dans les manifestations officiellement. Par contre, on les voit chanter, gueuler, et elles sont là, elles sont toujours là. Mais c'est vrai qu'il y avait peut-être un certain machisme ambiant. Vous n'avez pas été tenté de faire le portrait de l'une d'entre elles? Non, elles sont interviewées en tant que groupe, mais pas en tant que personne distincte et singulière. Ça, c'est vrai. Claude Saunier? Oui. Je crois que vous vouliez intervenir. Oui, non, mais sur la nuit d'occupation. Oui. Hein. Ah, sur la nuit d'occupation. Comment vous voyez ça à la mairie? Moi, pour être clair, alors d'une façon un peu ambiguë, pour être clair, personnellement et l'équipe municipale, on était davantage témoins et soutiens qu'acteurs, pour que les choses soient claires. Mais quand même, le Faucheur, il parlait du balcon de l'hôtel de ville. Oui, mais acteurs, un peu, enfin, je veux dire, nous n'étions pas à la tête du mouvement. Nous soutenions activement, on a pris toutes les mesures que n'importe quelle mairie progressiste, équipe progressiste devait prendre, nous l'avons fait, et nous avons été aussi à l'origine de la solidarité régionale, qui a été dans cette affaire-là exemplaire et qui explique les 7 semaines, mais nous regardions les choses. En particulier, moi je regardais les choses avec une certaine distance malgré tout, car un événement comme la séquestration de cadres, c'était quand même quelque chose, même dans un contexte social de cette époque-là assez tendu, c'était quand même un événement dont on mesurait l'importance en termes de médiatique. Alors ce que je voulais dire pour prolonger la réflexion de Jean-Louis de Le Tacon, c'est que l'irruption de la technologie modifie les rapports sociaux. Alors on le voit bien, mais on ne comprendrait rien à l'impact de l'affaire du Joint français, de la grève du Joint français, si on oubliait qu'elle s'est faite sous le regard des caméras de télévision et que l'ensemble de la population en Bretagne et au-delà de la Bretagne a vu ces images-là. Et ça a été un élément majeur à la fois d'amplification et d'accélération du... Alors à la télévision, on voyait la manifestation de la solidarité à chaque instant.
les quêtes dans les églises, le prêtre à la cathédrale. Les quêtes aussi dans les entreprises. Hein, oui, je me souviens, le prêtre à la cathédrale qui parlait au nom de 50 autres prêtres du diocèse. Et puis les agriculteurs, vous le disiez tout à l'heure, ce qui peut peut-être étonner aujourd'hui, enfin le rôle de la FNSEA par exemple. C'était une aile de la FNSEA. L'intersyndicale. Toute la FNSEA n'était pas derrière. Alors les solidarités, Monique Garroche, qui intéressait particulièrement les femmes qui tenaient la marmite, disiez-vous. Quels souvenirs en avez-vous? Les souvenirs que j'en ai effectivement de voir les camions des agriculteurs distribuer les légumes, du lait. Il y avait aussi les collectes qui se faisaient quand même, ça avait bien marché. Enfin, à l'époque, si j'ai un peu de souvenirs comme ça, si ça a pu tenir, les gens quand même, bon, ils ont toujours perdu de l'argent, mais ça les a fait tenir quand même, parce que toutes les semaines, il y avait des distributions de l'argent, et puis alors, des denrées, du lait, je me souviens pas s'il y avait de la viande. Il y avait de la viande aussi. Du poisson, oui, du poisson. De l'Orient. Et des légumes. Et les enfants, on les voit pas dans les images de la télé. Vous vous souvenez des enfants? Non. Non. Mais pour prolonger sur la solidarité, n'oublions pas qu'on est dans une société bretonne qui est en train de basculer d'un monde rural, traditionnel, etc., à un monde industriel. Et que la quasi-totalité de ces familles qui étaient engagées dans le conflit ou dans le secteur industriel avaient leurs racines rurales. Et donc il y a une solidarité spontanée qui s'est nouée. Au point même que certains continuaient à travailler la terre. Ben, bien entendu, bien entendu. On était encore dans le modèle de la mixte qui a caractérisé les débuts de la révolution industrielle. Je pense aussi que ce conflit a permis, disons, je me souviens qu'on avait fait quand même un boom de sections syndicales. Ça a permis quand même aux syndicats, alors que maintenant on les voit un petit peu diminuer, mais à l'époque, tous les jours, on faisait une nouvelle section syndicale. Mais dites-moi, il y avait des CGTistes au Joint français? Il y avait des CGTistes au Joint français, mais moi j'étais à la CFDT, alors... Et alors, comment ça se passait? C'était eux les plus hostiles à Jean-Louis Le Tacon et aux gauchistes? Non, il y avait une intersyndicale qui fonctionnait quand même. Ouais, tant pis. Ça se passait mal avec la CGT. La fin de la grève, on témoigne le film. Mais moi, j'ai pas critiqué la CGT parce qu'elle était quand même présente. Voilà, c'était quand même un syndicat. On laissera un peu la parole à la salle dans quelques instants. On pourra critiquer le film, vous verrez. Non, mais dites que vous avez eu des difficultés, vous, avec la CGT? Non. Mais vous avez été témoin de difficultés avec la CGT? Voilà, j'ai filmé, on le verra dans le film, peut-être surtout les grandes gueules, insulter les permanents de la CGT, disant qu'ils cassaient la grève, ils avaient poussé à la fin du mouvement, qu'on était à 2 doigts d'obtenir un petit peu plus. Donc là, c'est les grandes gueules. Bon, excusez-moi, on était en train, moi et d'autres amis, on était en train d'inventer un certain type de cinéma, avec des outils amateurs. C'est ça qui est important. Et le fait d'être en immersion, ce ne sont pas des grands appareils, il n'y a pas de cérémonial, on tourne au plus près, et c'est pour ça qu'on a pu avoir ces images, y compris d'altercations entre des ouvriers grévistes et puis les permanents. Alors après, on juge. Bon, c'est vrai que le commentaire du film, c'est un mea culpa, il est quand même teinté un peu de... Je l'avoue. Et je signe. Il a fait mieux dans les 50 qui ont suivi. Est-ce que vous pouvez parler un peu l'un et l'autre, Monique Garroche et Roger Toinard, des revendications? Est-ce que ces revendications d'augmentation uniforme pour tout le monde, ce qui est mémorisable et ce qui écrase peut-être les hiérarchies? Et est-ce qu'il y avait d'autres revendications que salariales, du genre nous on veut pas on veut du travail, on veut pas de la production? Est-ce qu'il y avait une critique du travail qui, vous parliez tout à l'heure du métier répétitif des OS, qui se faisait jour?
c'est vrai que les souvenirs que j'ai, c'était quand même beaucoup les salariales, les revendications salariales. Et disons les augmentations de salaire, uniformes pour tout le monde, ça c'était sûr. La CGT était d'accord aussi pour une augmentation uniforme. Non, parce que c'était pas exactement son type de revendication. Il y a 50 ans, hein, alors j'ai... Oui, moi je voudrais dire deux choses. Un, il y a eu une solidarité intersyndicale évidente. Bon, on ne va pas retenir là-dessus. Mais on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. On est à une époque où il y avait des conflits politiques très forts, et que ces conflits politiques, ils étaient également présents, très présents, dans le monde syndical. Donc, à partir du moment où un mouvement était conduit par une organisation syndicale, les autres organisations syndicales étaient beaucoup plus critiques ou avaient un regard nuancé, hein, sur ce mouvement. Voilà ce que je... Surtout entre les UD. Entre les UD, quand même. Entre les UD. J'ajouterai un élément, c'est l'élément de dignité qui a été soulevé tout à l'heure. Dans ce mouvement-là, il n'y avait pas seulement une question de salaire. Il y avait le sentiment d'une sorte d'indignité qui était infligée au salariat breton. Non, quelques petites choses. On parlait tout à l'heure des femmes qui étaient à la pointe de la lutte. Ça me fait penser quand même à une chose, c'est qu'on a affaire à un personnel qui est très jeune, très jeune. Je peux vous donner les chiffres d'ailleurs. 37% des hommes ont entre 19 et 26 ans, mais chez les femmes, elles sont 52. Une femme sur deux a moins de 25 ans. Donc, moi, ça me fait penser à mes anciens étudiants. Est-ce qu'entre 20 et 25 ans, on a une formation syndicale ou autre? Mais par contre, si on les pousse à y aller, on va y aller. Hein, c'est un peu l'impression que j'ai. Il faut savoir, par exemple, qu'au mois de juin-juillet 71, quand les femmes se sont mises en grève dans l'atelier de boudinage, ce sont des militants maoïstes qui sont allés les chercher. Hein? C'est pas venu naturellement. Donc à la limite, la prise de conscience qu'on appartient quand même à un monde entre guillemets ouvrier est partie parce qu'il y avait au départ des petites locomotives qui travaillaient d'ailleurs dans l'usine. Hein, je ne les citerai pas, mais enfin, elles travaillaient dans l'usine, et puis ce sont ces petites locomotives qui ont formé en quelque sorte la troupe, quoi, et la troupe a suivi. Donc, grande gueule, petite locomotive. Je voudrais soulever un dernier point avant de donner la parole à la salle. Vous avez entendu un militant parler breton. À la télévision, on voyait un ancien pêcheur devenu avec sa femme ouvrier au joint français qui se levait tout d'un coup et disait « On est peut-être des petits bretons, mais on n'est pas des esclaves ». On a vu apparaître le drapeau breton. On est 2 ans après Comment peut-on être breton de Morvan-Lebesque. Et quand même, Jean-Louis Le Tacon, je ne sais pas si vous pensiez à ça, parce que vous étiez dans votre rêve de révolution prolétarienne. La mémoire du joint français, elle est largement bretoniste. Elle marque une étape du mouvement bretoniste. Oui, complètement. Tout le monde a été ici témoin qu'il y a eu une jonction entre le mouvement breton, pas du type 19e ni début du 20e, mais qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau où de Stivell à tous, Gueltas Sarfur, on peut les citer tous, Servat et compagnie, Kirjuel qui était parisien, mais qui a écrit le chant de la grève du joint français. Le joint français, on l'entendra tout à l'heure. Et français, les ouvriers bretons. Oui, les ouvriers bretons disent merde au patron, exactement. Et ça a été quelque chose de nouveau et qui tient encore, quoi. Hein, une rupture avec le mouvement traditionnel, qu'on peut dire national. Quelque chose de nouveau s'est apparu, d'engagement des écrivains, d'engagement
des gens qui écrivent des pièces de théâtre, c'est sûr, hein. Ça a été dit par tout le monde, analysé par tout le monde. L'UDB n'a pas fait grand-chose parce qu'ils n'étaient pas nombreux, mais c'est eux qui ont gagné par rapport aux maoïstes. Oui, si vous dites. Claude Saunier. Oui. L'un des apports de ce mouvement-là, incontestablement, ça a été une accélération de la prise de conscience régionale sur des bases différentes, idéologiquement, radicalement différentes du régionalisme du 19e. Oui, j'employais le mot protoniste avec maladresse. Oui. La prise de conscience régionaliste, de gauche, hein, pour dire les choses très simples, s'est faite en particulier, et s'est accélérée en tout cas au travers du mouvement. Et puis d'une façon générale, il y a au travers de ce mouvement une jonction, une liaison très étroite entre le mouvement politique et le mouvement social. Là, ça a été un phénomène d'accélération. Et ensuite, c'est Cadiz, et ensuite c'est Prokofiev. Absolument. Et donc le joint français, c'est la première étape de cette nouvelle plateforme. Et ce sont les mêmes organisations et ce sont les mêmes militants qui se trouvaient... Tandis que, je suis désolé, au niveau national, le souvenir du joint français n'est pas si important que ça. Je l'ai témoigné, je l'ai constaté quand j'ai fait une chronique à France Inter. Personne ne connaissait le joint français, parce que tout le monde connaît l'IP. Oui. C'est-à-dire que l'année d'après, il y a l'IP. Et après le Faucheur, il y a Piaget. Non, vous avez ce sentiment aussi? Oui, ben moi je me suis retrouvée à Paris en même temps, l'IP. Donc après, j'ai bien suivi cette grève, et c'est vrai que c'est resté l'IP beaucoup plus. Par contre, il y a une notoriété par rapport à l'image de Saint-Brieuc qui, pendant une quinzaine d'années, a été d'une certaine façon terrible. Je parle sous le contrôle de l'élu briochin. C'est-à-dire que vous, maire de Saint-Brieuc, vous n'auriez pas organisé des commémorations du joint français, parce que le joint français, ça empêche les investisseurs de venir. J'ai toujours eu soin, de m'associer personnellement à la commémoration et à un devoir mémoriel, parce que c'est un mouvement, quand on a la chance de participer ou d'observer un mouvement comme celui-là, on ne peut pas le trahir, hein, et l'oublier. Néanmoins, comme maire de Saint-Brieuc, donc responsable responsable de cette ville et de cette agglomération, j'ai mesuré l'impact terrifiant de l'image sur Saint-Brieuc, qui était Saint-Brieuc-la-Rouge, et avec la création d'une coupure, enfin, il y a eu une guerre froide pendant 15 ans entre les mouvements économiques et le mouvement politique à Saint-Brieuc. Et il a fallu beaucoup d'efforts pour réconcilier, non pas réconcilier les points de vue, mais faire passer l'intérêt général avant, des rancœurs qui s'étaient accumulées au cours de cette période. Enfin, on retiendra que les investisseurs ont la mémoire longue. Oui, 15 ans, oui. Et encore une fois, pendant 15 ans, l'image de Saint-Brieuc a été effectivement durablement altérée, d'une certaine façon, connotée par cet événement-là. Alors, je vous propose, en 5-6 minutes, de donner la parole, plus pour des témoignages que pour des questions à la salle. On présente ensuite les deux films un peu plus en détail, et il faut qu'on puisse commencer la projection vers 19h. Monsieur. Moïse Rouget, maire honoraire de Coligny, d'une part, et ancien militant syndical à ce qu'était à l'époque la Fédération de l'éducation nationale. Comme l'a dit Claude Saunier, 72, pour moi qui ai plus de 90 ans, 20 ans ça passe vite, et les événements de la libération sont encore tout proches. On a été 5 ans sans mouvement syndical, et donc le mouvement syndical après a été quelque chose de formidable dans toute la France. En particulier la Fédération de l'éducation nationale, on peut dire qu'il y avait la majorité, je dirais peut-être bien 95% des enseignants qui étaient syndiqués à l'époque. 72, Claude l'a dit aussi, c'était 4 ans après mai 68 et tous les mouvements qui avaient lieu à ce moment-là. Donc, pour vous donner l'exemple de mon canton de Coligny, où j'étais responsable syndical, il y avait tous les enseignants, que ce soit l'école maternelle, l'école primaire ou le collège, tout le monde était syndiqué. Il n'y avait pas un qui n'était pas syndiqué, et ils étaient tous à la Fédération de l'éducation nationale. Nous avons pris à la fin une part importante
dans le soutien de cette grève du joint français, en participant à toutes les manifestations. On arrivait quelquefois après le début parce qu'on partait après la classe, mais ça répondait à 100%. Et d'autre part, je voudrais dire aussi que l'argent étant le nerf de la guerre, la FEN a joué un rôle important puisque on a invité les militants à verser une demi-journée et si possible une journée de travail. En gros, 3500 instits plus le secondaire. Je voudrais simplement souligner ça, l'apport important de l'aide financière au soutien. C'est tout. Merci. Merci à vous. Jean, oui. Oui. Allez-y. Oui, bonjour. Oui. Je me présente. Il y a beaucoup de choses à dire sur le joint français, mais l'intervention... Comment? Attendez, chacun son tour. Continuez, monsieur. Salut, Edouard. Je connais bien Edouard. Qui est-ce qui continue? Bon, alors attendez, là, qui parle? Si c'est une dame, je laisse la parole. Si ça n'en est pas une... C'est Yann Daniel. Je la garde. Non, mais c'était monsieur avait commencé, si vous voulez bien. Ah bon? On finit l'intervention de monsieur qui n'a pas pu débuter. Alors allez-y. Donc, merci tout d'abord de rendre cet hommage historique. Quand on dit hommage historique, il faut dire toute l'histoire. Moïse Rouget, tout de suite, vient de rappeler des choses. Moi, je voudrais en rappeler certaines. L'intersyndicale, au cours de ce mouvement, elle a fonctionné. Il y avait des frictions, certes, mais elle a fonctionné. Et les syndicats ont créé les conditions pour que l'ensemble des salariés, notamment du bassin riochin, puissent se rassembler. Et ça se faisait souvent en dehors des heures du travail pour avoir du monde. Ça permettait d'organiser la solidarité, et la solidarité, elle a été énorme, énorme. Cette solidarité a été gérée par notre camarade Jean-René Pérenès, qui était à l'époque trésorier de l'Union départementale CGT. Certains connaissent encore ici. Donc nous avons, avec les organisations syndicales, pris toutes nos responsabilités. Et en ce qui concerne la CGT, je voudrais préciser que la démarche est celle-ci. Ce n'est pas, c'est aux salariés du joint français de décider, et ce n'est pas aux organisations extérieures de le faire. Donc, et organisation, quand je dis organisation, c'est syndical et politique. On a parlé de Mao Spontex, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vous qui l'avez abordé, donc ça m'arrange bien, comme ça c'est plus simple. La manière de soutenir et de se battre, de soutenir le mouvement, c'est de se battre dans sa propre entreprise et sur ses propres revendications. Voilà le bonheur qui était le bonheur de la CGT à l'époque et que je tiens à rappeler, puisque la CGT a été traînée dans la boue dans ce conflit, et le film de Monsieur le Vacon, qui passe Tacon, pardon, c'est pas les transports. Encore qu'il aime bien les petites locomotives. Le film de Monsieur le Tacon est pour moi à charge contre l'organisation syndicale CGT et Robert Damiel, son secrétaire général, qui était mon père. Voilà, j'en ai fini. Bon, ben donc voilà un avertissement, un rectangle blanc. Allez, une dernière intervention. Oui, tout d'abord, je pensais, parce que je connais le joint par cœur, et c'est pas le cahier de mots. Vous verrez ma frimousse sur la photo qu'on dit iconique. Mais si je tiens à intervenir, c'est parce que j'ai entendu le propos de Claude Saunier, que je peux me permettre de tutoyer, puisque nous nous tutoyions auparavant, mais qui m'a choqué, et qui, à mon avis, en pesant mes mots, manque d'une véritable clairvoyance et d'une véritable compréhension de ce qui s'est passé
pendant le mouvement du juin. Claude, je te dirais que le juin a semé plus, et avec un investissement pour la vie, pour le travail, pour la dignité, que tous les partis du monde. Il n'y a pas une grève dans le monde qui ressemble à celle du juin. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si les patrons, tes patrons, n'ont pas aimé cette grève, il faut dire que la population entière de cette région a soutenu cette grève financièrement, fraternellement, solidairement et en même temps culturellement. Ça veut dire que vous avez des paysans, vous avez des ouvriers qui travaillaient dans d'autres entreprises, vous avez des commerçants, vous avez des lycéens. Ça veut dire que tout un peuple s'est levé pour dire que ça suffit, la façon dont on traite la Bretagne. Et moi, je peux dire que si je fais un peu tâche quelquefois sur les photos, je peux dire quand même que la grève du juin a fait de moi un breton. Alors Claude Saunier, droit de réponse, après l'avertissement et le rectangle blanc, voilà le droit de réponse. Je n'avais pas vraiment préparé mon intervention tout à l'heure, mais je cherche dans mes propos une illustration de ce que tu viens de dire. Je pense, il y a quand même quelques personnes dans la salle, je ne pense pas avoir indiqué que le juin français était une tâche, pour reprendre ton expression, une tâche dans l'histoire briochine. Non, mais monsieur ne disait pas ça. Il disait que c'était lui qui faisait tâche. J'ai indiqué à plusieurs reprises que ce mouvement avait été l'occasion d'une solidarité exemplaire de l'ensemble de la population, que la ville de Saint-Brieuc, l'équipe municipale d'Union de la gauche de Saint-Brieuc a été de ce point de vue-là, j'en étais pas le responsable, a été de ce point de vue-là effectivement exemplaire, aux côtés des travailleurs, et que dans le même temps, nous avons essayé de comprendre ce qui était à l'origine d'un mouvement d'une telle ampleur. Et Yves Le Foll disait qu'il fallait critiquer la politique de décentralisation à partir de l'exemple du juin français. Dans un contexte politique très difficile où on sait bien comment le pouvoir capitaliste, c'est un mot que Édouard connaît bien, que le pouvoir capitaliste était très lié au pouvoir politique gaulliste de l'époque. Allez, une dernière intervention, c'est Christophe Cordier. Donc, on a compris qu'il ne fallait pas regarder avec sympathie le film de Jean-Louis Le Tacon. Il a déjà eu l'occasion d'en parler. Mais on va quand même le voir, hein, d'un œil critique. Et le vôtre, il est mieux ? Non, il met aussi les plaies dans le plat quelque part, mais... Alors, qu'est-ce que c'est le vôtre? Alors, le mien, en fait, je raconte... Parce qu'en 52 minutes de Jean-Louis Le Tacon... Non, il y a 1 heure de Jean-Louis Le Tacon. 1 heure de Jean-Louis Le Tacon, voilà. Peut-être beaucoup de gens vont-ils partir. Non, parce que le film de Jean-Louis... parce que pour revenir un peu sur le débat qu'il y a eu jusqu'alors, il faut rappeler qu'il faut remercier le collectif Toreben, quand même, qui était présent pour filmer cette grève. Ça veut dire casse-leur la tête en breton. Mais ce collectif a fait populariser, enfin ce film a popularisé aussi la grève. Et je voudrais rappeler aussi que les organisations d'extrême gauche, contrairement à ce que vous avez dit d'une certaine façon, heureusement qu'elles ont été présentes aussi sur le terrain, fondamentalement. Parce que cette grève, elle a été popularisée grâce à toutes ces organisations de l'époque. Et on pense à la Ligue communiste. La Ligue communiste aussi a fait un film qui s'appelle La victoire du juin français. Et a fait un film aussi en Super 16. Ils ont contribué aussi à populariser cette grève. Et le vôtre alors? Alors le mien, c'est une histoire un peu plus personnelle, familiale. Je raconte l'histoire de cette photo emblématique, effectivement. Le jeune homme et le CRS. Voilà, du face-à-face entre Guy Burgniaud et Jean-Yvon le CRS. Donc cette photo, elle symbolise la colère ouvrière face à la répression policière, dans un premier temps, parce que c'est ça qu'elle a signifié. Et c'est cette photo-là, comme le Guy le dit assez bien, qui a fait populariser la grève, entre autres. Enfin, pas forcément en Bretagne, mais à partir du 6 avril, quand Jacques
Gourmelin prend cette photo pour Ouest France, hein, et qu'il l'envoie aux rédactions, bah, ça fait boule de neige. Et cette photo-là, tout d'un coup, elle vient créer un symbole tellement fort de cette grève que les gens la reprennent partout. La cause du peuple dans un premier temps, mais au-delà. La CFDT l'a reprise aussi, un temps dans ses communications. Mais je parle de la CFDT autogestionnaire, pas celle d'aujourd'hui. On est bien d'accord? Non, mais on l'avait compris, vous savez. Bon alors, monsieur au fond de la salle nous demande de rappeler les mots d'ordre. Ben, on a parlé des augmentations salariales, mais vous avez montré les uns et les autres par vos interventions qu'il s'agissait de beaucoup plus de la dignité des ouvriers et des ouvrières et de la dignité des petits Bretons. Alors maintenant, parole. Alors une petite chose quand même pour rappeler quand même que je voudrais rendre hommage particulièrement à Guy Burniot qui nous a quittés l'année dernière, qui est l'ouvrier qui a symbole de la grève du juin, vraiment, parce que il fait partie de ces gars dont tu parlais, Roger, qui sont entrés au juin assez rapidement, qui étaient jeunes, qui étaient, lui, d'une tradition ouvrière. Parce que son père était délégué CGT aux Forges de la Minoire. Il ne faut pas l'oublier, quoi, aussi. Donc il y avait une tradition ouvrière chez Guy. Donc il a su aussi être actif, c'était un jeune militant. Alors contrairement à l'intersyndicale, la CGT, effectivement, il faut rappeler quand même que Guy était syndicat à la CGT, il a déchiré sa carte avec un certain nombre de collègues du Joint français qui étaient également délégués à la CGT, enfin syndicats à la CGT, dès les premiers jours du mouvement. Je ne rallume pas le brasier. Oui, mais c'est une façon on termine, si vous le voulez bien, par la dédicace voilà. qui fait l'unanimité que vous venez de prononcer. Pour dire que ces grèves, elles restent vivantes. Et Guy, il a incarné... Oui, mais bon, moi je suis... Non, maintenant on va regarder les films. D'ailleurs, Jean-Louis Le Tacon a remis sa casquette, c'est le signe du départ. Vraiment deux secondes, parce que... Mais pas polémique. Hein. Non, pas polémique. Pour aller dans le sens d'Edouard, cette grève, elle est extraordinaire, dans le sens que même la répression policière, même les CRS qui sont intervenus, vous verrez dans les films, dans ces journées-là, ont failli faire crosse en l'air. C'est-à-dire refuser d'intervenir sur cette grève. Ah, vous nous rendez impatients de voir ces films. Voilà, donc c'est intéressant et merci encore à vous et aux enfants de Guy qui sont là aussi, et sa famille, et à l'ensemble des gens qui ont vécu la grève du juin français.